Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de la rentrée universitaire qui s'annonce festive, s'émerveiller devant le cirque Arlette Bruce qui fait étape en Isère et danser avec le Centre chorégraphique national de Grenoble. Et pour parler de ces sujets, je reçois Johan Bourgeois, le co-directeur du Centre chorégraphique national. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Mathieu, l'emblème de la tournée 2017 du cirque Arlette Bruce. Ah oui, il est sur les affiches. Mathieu, il est là, voilà. L'emblème, ça jette, hein, vraiment. Bonjour. On n'a pas tous le loisir d'être un emblème ou une emblème. En face de vous, Joris Benel, directeur général des services de l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour. Bonjour Joris. Et Patrick Léville, président du conseil académique de l'Université Grenoble-Alpes également. Bonjour. Bonjour Thibault. Alors, première question, Patrick, à combien se monte cette année le compteur des étudiants grenoblois ? En fait, il y a 8000 nouveaux étudiants et à peu près 45 000 sur l'ensemble de l'université. Ouais, je crois que c'est 60 000 l'enveloppe des étudiants sur l'ensemble des structures grenobloises. C'est ça, parce que ça prend en compte Grenoble INP, Sciences Po, etc. Ouais. Alors, 8 000 nouveaux qu'il faut accueillir. La rentrée, c'était il y a quelques jours. On a beaucoup parlé cet été d'un logiciel, l'APB, l'admission post-bac. On a dit que les étudiants étaient parfois tirés au sort, que certains même restaient sur le carreau, alors qu'il y a encore quelques années, le sésame pour entrer à l'université, c'était le bac et uniquement le bac. Là, il y a un problème à la fois politique. D'ailleurs, la ministre s'est engagée à le régler, donc je pense que il y a une réflexion qui est entamée là-dessus. Le problème, en fait, qu'il y a, c'est que c'est un logiciel qui finalement ne prend pas en compte les résultats du bac d'ailleurs, puisqu'il a lieu avant en fait, et qui oriente les étudiants en fonction de leurs souhaits et sans prendre en compte finalement particulièrement d'aptitudes ou de prérequis. Donc du coup, ce logiciel a une logique. Bon, c'est mieux que rien, hein. Il faut se dire que ça a quand même été un progrès il y a quelques années, mais aujourd'hui, il est vraiment dépassé. Et du coup, dans certains sites, pas tellement à Grenoble d'ailleurs, il y a un tirage au sort. Et ce tirage au sort est forcément injuste. Est-ce que la fac aurait pu s'émanciper de ce logiciel, se dire nous, à Grenoble, on va faire une sélection autrement des étudiants ? Alors, sélection, il n'y a pas de sélection déjà, c'est quand même important de se rappeler ça. En tout cas, le devenir des bacheliers, en fait, il doit forcément être vu dans un cadre national. On ne peut pas l'imaginer autrement. Après, ce qu'on a essayé de faire, on pourra y revenir éventuellement, c'est de faire en sorte que l'accueil des étudiants puisse être possible. Par exemple, on a créé dans certaines filières en tension comme STAPS, on a créé des méthodes pédagogiques qui permettent de faire ça. Donc oui, on peut toujours essayer de faire mieux. Alors, ces inscriptions ont quand même, on va dire, posé problème à certains étudiants qui ont été avertis assez tardivement des filières, et on n'a pas forcément toujours également les filières qu'on souhaitait avoir au début. Oui. Alors, à Grenoble, honnêtement, c'est pas vraiment une question parce que aujourd'hui, il y a à peu près une cinquantaine d'étudiants sur 8000 qui ont encore une difficulté, et on s'est engagé à prendre tous les étudiants de l'académie. Donc je dirais que c'est beaucoup moins un problème à Grenoble qu'ailleurs, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut et on doit faire mieux, et pour ça, on a quand même besoin d'une transformation nationale. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon vous, dans ce système d'admission ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a est-ce qu'on peut aider les étudiants à mieux s'orienter en fonction de leur capacité ou de leur cursus ? Je vais donner un exemple. Quand on a aujourd'hui un bac professionnel, votre probabilité de réussite en licence générale, c'est 2%. Donc, est-ce que c'est utile de laisser ces bacheliers-là s'inscrire dans une licence générale ? Probablement pas. Mais en même temps, quand on a dit ça, il faut trouver une solution. Donc, il faut donner la possibilité pour ces bacheliers d'avoir une véritable formation en adéquation avec ce qu'ils ont appris. Et ça, c'est vraiment le défi. Vous ne vouliez pas utiliser le mot sélection, mais on ne peut pas non plus raisonnablement accueillir tous les étudiants dans les filières quand on sait qu'il n'y a pas de débouché forcément derrière. À un moment donné, il faut bien trier, choisir et quantifier les choses. Moi, le mot sélection ne me fait pas peur personnellement, mais ce qui est vrai, c'est que ce qu'on a en tout cas estimé, c'est qu'aujourd'hui, ce que vous dites est juste, on ne peut pas accueillir tout le monde indépendamment de ses capacités et aussi indépendamment effectivement des débouchés. Donc l'idée des prérequis que le ministère met en avant, si on l'applique vraiment, elle est intéressante parce qu'elle dit, voilà, vous avez les prérequis nécessaires pour faire ça. Après, la question de l'insertion, oui, c'est une question importante, mais c'est une question qu'on adresse de toute façon. Aujourd'hui, par exemple, je dirais que dans la plupart des filières, l'insertion, elle est pas mal. Et aussi, on est en train d'essayer de décrire les licences. Donc les 3 premières années à l'université, on est en train de les décrire en compétences. C'est-à-dire faire en sorte que les entreprises ne prennent pas forcément que des masters, mais prennent aussi des gens qui ont obtenu une licence,
qui ont fait 3 ans d'études à l'université pour ça, et qui ont vraiment des compétences qui sont adaptées qui peuvent être adaptées à l'entreprise. À Grenoble, je crois qu'il y avait des problèmes en économie-gestion, sciences de l'éducation, c'est ça? Oui, anglais, STAPS aussi. Hein. Ouais. Donc là aussi, on a fait des efforts pour accueillir ces étudiants. Alors, il y a quand même une problématique générale dont on n'a pas parlé là, mais c'est que l'État et donc les universités font face à une augmentation du nombre d'étudiants. Pour faire un tout petit peu de politique, je dirais quand même, pour nous, c'est à budget constant. Hein. Donc ça, c'est quand même un vrai souci parce que et du coup, on voit notre marge d'action financière quand même se restreindre petit à petit. Alors, il semble, on verra dans quelques jours d'ailleurs, que l'État ait décidé d'investir dans l'université. On ne peut que souhaiter ça parce que sinon, on sera incapable de répondre à la demande. Alors, si beaucoup d'étudiants veulent venir à Grenoble, c'est qu'il paraît-il, il est fait bon étudier. Hein, la ville de Grenoble, enfin votre université a terminé 2e au classement national réalisé chaque année par le magazine L'Étudiant. Alors, j'imagine que c'est une satisfaction pour vous. Grenoble était premier l'an dernier, hein, on a perdu une place. On est super déçus. On est super déçus. Vous y attachez de l'importance à ce genre de classement? Alors, bon, on attache de l'importance à tous les classements, hein, parce que, et on ne parlera pas de ça, mais même les classements, genre Shanghai, ont une importance, même si on peut les critiquer. Celui-là est particulièrement important, parce que finalement, c'est l'évaluation par les étudiants eux-mêmes de là où ils voudraient aller en fonction de différents critères. De façon assez intéressante, dans ce classement-là, le critère où on est un peu en difficulté, c'est emploi et salaire. Hein, c'est celui où on est un petit peu moins bien que Lyon. Mais oui, c'est très important pour nous, bien sûr. Bon, vous n'avez pas peur que finalement, il y ait encore plus de monde l'année prochaine qui veulent venir et que là, le tirage au sort, vous soyez obligé d'y aller? On ne va pas dégrader l'université pour avoir moins d'étudiants. Ça paraît difficile. Bon, il y a un peu plus d'1 an, l'université grenobloise a muté. Il y avait à l'époque 3 universités. Moi, de mon temps, j'allais à l'UJF. Hein, très bonne université. Scientifique, donc vous avez présidé Absolument. pendant longtemps. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule entité. Le bilan, après 1 an et demi de fusion, de façon objective. Hein. Objectivement, ça n'est pas sans difficulté parce que c'est comme toute fusion, quand on fusionne des entreprises, ça prend un peu de temps et c'est un peu compliqué. Je pense qu'honnêtement, ça s'est plutôt pas mal passé. En grande partie à cause de mon voisin de droite qui a très bien fait les choses, avec une administration qui a été très très mobilisée. Et finalement, aujourd'hui, ce qui me rassure beaucoup, et je pense que c'est très positif, c'est que les gens sont très attachés à l'identité de l'Université Grenoble-Alpes. Donc ça veut dire que finalement, ils ont trouvé quelque chose en quoi ils peuvent se reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques difficultés, il y en a encore à résoudre manifestement, mais l'essentiel, pour moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un acte politique posé dans lequel les gens peuvent se reconnaître. Joris, c'est une machine administrative beaucoup plus lourde, j'imagine, à manier qu'avant. C'est l'une des plus grosses entreprises de l'Isère, l'UGA. Je ne sais pas si le mot entreprise vous choque, mais... Institution ou entreprise. C'est combien de salariés? On est à 5500 salariés, agents publics, et effectivement, juste derrière le CHU. Tout à fait. Donc oui, c'est une grosse machine et c'est vrai que la fusion d'une administration de cette taille-là ne se fait pas sans difficulté, sans surprise, sans aléa. Mais bon, je pense qu'on a su effectivement y pallier. La meilleure, d'ailleurs, je crois qu'on a vu des extraits des chaînes d'inscription, elles se sont parfaitement déroulées sans aucune anicroche, donc c'est parfait. Alors, l'hiver dernier, sur le campus, il y a eu pas mal d'actualités en dehors des amphis, et notamment un incendie à la résidence Condillac. On va revoir d'ailleurs quelques images de cet incendie. La sécurité, de manière générale, sur un campus de plus de 5000 salariés, 45 000 étudiants, c'est quelque chose qui incombe directement à vos services ou... Oui, effectivement. Moi, je suis en charge en partie de la sécurité du campus. Alors, la sécurité, c'est plusieurs choses. C'est vrai que c'est une petite ville, en fait, hein, 45 000 étudiants, 5500 salariés. Donc, on a tous les problèmes que peut se poser dans une ville, depuis l'incendie jusqu'à la petite délinquance, au risque attentat. Et en fonction, finalement, du quotidien ou des événements qu'on peut mettre en place, on va être attentif à l'ensemble de ces risques. Alors, c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, je pense depuis la fusion d'ailleurs, on est vraiment monté en puissance sur ces situations à risque. Sur la gestion de crise, on est monté en puissance. On a fait un exercice d'ailleurs d'ampleur l'année dernière
dernière sur le risque attentat qui avait mobilisé près de 300 personnes des forces de secours, d'incendie ou de police. Et c'est vrai qu'on se prépare, je trouve qu'on se prépare de mieux en mieux, sachant qu'on part de loin. Par exemple, aussi un autre exemple à destination des enseignants cette année, on a mis en place une formation à la radicalisation, à la sensibilisation à la radicalisation qui permet de détecter des étudiants qui seraient dans un processus de radicalisation et d'arriver finalement à les accompagner au-delà d'un simple signalement et peut-être même aussi de prévenir. Donc c'est vrai que cette formation fonctionne bien et c'était une vraie attente des personnels enseignants. Alors avant de se mettre au boulot, les étudiants grenoblois, ils vont faire la fête. Hein. C'est l'objectif de cette fin de semaine. L'UGA, c'est parti, c'est la 2e édition. C'est piloté directement par l'université. Alors oui, tout à fait, c'est la 2e édition. Donc c'est vrai que pour la première, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Au final, il y a eu plus de 10 000 étudiants sur la place centrale, beaucoup de monde aussi le soir pour le concert. Et je pense qu'on peut dire qu'on est une des seules, si ce n'est la seule université de France à organiser une journée d'intégration, de rentrée, un peu à l'image de ce que peuvent faire les écoles de commerce ou d'ingénieurs. Donc on a vraiment tenu à poursuivre. Et je dois dire que cette année, on est suivi par plusieurs partenaires, publics comme privés d'ailleurs, ce qui prouve aussi les synergies qu'on peut amener sur le territoire. Tout à l'heure, vous parliez du classement des villes où il fait bon étudier. Ce classement, cette place, on la doit aussi à l'ensemble des acteurs autour de nous, les transports en commun, les services publics dans et autour de l'université. Et c'est vrai que ça se confirme aussi à travers des journées comme celle-ci. Donc on attend beaucoup d'étudiants jeudi. D'ailleurs, dans ce qui attire les étudiants à Grenoble, bon, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi la montagne quand même, qui les attire. Enfin, ça, et heureusement d'ailleurs. Ça, les autres villes ne peuvent pas trop vous le piquer. Voilà, c'est ça. Oui, ça. Ouais, des fois, ils ont la mer, mais il y a aussi quand même quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est le fait qu'on a un campus qui a vraiment des qualités environnementales très intéressantes et qu'on essaye de préserver au maximum. Il y a aussi quand même 3 lignes de tramway qui arrivent sur le campus et donc cette desserte-là est aussi très importante. Enfin, il y a beaucoup de qualités qui sont, et ça, quand même, les collectivités territoriales, ils ne sont pas pour rien, et c'est nos partenaires très très importants. Et c'est bien qu'ils soient associés à ça, parce que UGA c'est parti, c'est aussi pour eux. En fait. On pourra faire du sport, hein, voilà, si j'ai bien compris jeudi. Voilà, du sport, de la culture aussi. De toutes les couleurs. Hein, ça, c'est les t-shirts suivant les distances qu'on va être capable de faire sur le. Et pour vous, Thibaut, c'est le orange. Hein. Le orange, il paraît que c'est le master. Ça, c'est combien de kilomètres ça 7 kilomètres. Oui, ça devrait être dans mes cordes. Largement, je pense. Bon, c'est ouvert aux étudiants uniquement cette alors, journée. Cette année, justement, on innove puisqu'on l'ouvre au personnel aussi. La matinée, notamment, sera réservée au personnel de l'université qui pourront profiter de cette journée aussi parce qu'on s'est dit que dans la logique des actions en termes de qualité de vie au travail qu'on a pu mener, on veut aussi finalement fédérer les personnels sous la bannière UGA et on a trouvé que c'était une bonne idée de leur permettre de participer à cette journée. Donc sport, effectivement, culture, à l'Est, on en parlera tout à l'heure avec vous. Avec des spectacles de qualité, donc voilà. Oui, parce que Johan fait partie de cette partie. Jeudi, vous serez également sur le campus de Grenoble. Voilà, je présenterai un petit numéro qui s'appelle La Fugue Trampoline, qui était un des premiers spectacles que j'avais fait il y a donc maintenant 6-7 ans. Et donc jeudi, en effet, on sera devant le bâtiment Est, qui est l'espace scénique transdisciplinaire. Hein. Donc ça a aussi du sens pour moi d'être face à ce bâtiment. Bon, puis ça fait du bien des fois de revenir à l'université quand on a un peu vieilli. Voilà, on retrouve quelques souvenirs de l'époque. Vous aussi, Johan, c'est un petit peu l'heure du premier bilan, puisque en janvier 2016, la fac de Grenoble fusionnait, et vous, en janvier 2016, vous preniez la codirection du CCN, le Centre chorégraphique national de Grenoble. C'est quoi le rôle d'un établissement comme celui-là ? Alors le Centre chorégraphique national de Grenoble, rebaptisé CCN2 parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes deux. Hein, c'est un peu une des spécificités de ce centre chorégraphique-là. Et habituellement dédié à promouvoir la création contemporaine, en particulier la danse. Et à Grenoble, c'est le premier centre chorégraphique qui a donc à sa tête un artiste de cirque que je suis. Et au-delà de cette ouverture disciplinaire aux arts du cirque, c'est, je crois, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est un plus large décloisonnement disciplinaire, mais aussi décloisonnement géographique. C'est un centre chorégraphique qui est très mobile.
et puis qui essaye de s'adresser à d'autres populations que les habitués, les habitués du théâtre, les abonnés par exemple. Peut-être un peu moins élitiste et exactement. Plus accessible au public. On voit quelques images d'une de vos créations avec Rachid Ouramdan, l'autre co-directeur. Celui qui tombe, là aussi, on essaye de surprendre, de casser un peu les codes. J'essaye, mais en réalité, c'est dans l'approfondissement parfois de certaines disciplines. Là, en l'occurrence, moi, le cirque est quelque chose de très spécifique, qui est le rapport aux forces physiques que j'espère créer quelque chose de nouveau. Alors, votre marque de fabrique, vous venez effectivement de l'univers du cirque, c'est un agrès particulier qui s'appelle le trampoline. On en fait aussi à l'école ou à l'université. Vous le pratiquez avec un certain art. Là, on voit un extrait d'un spectacle qui s'appelle Cavale, que vous avez monté il y a quelques années. On est au sommet de la Bastille à Grenoble. Ça vous est venu comment, cette idée d'intégrer le trampoline dans l'univers de la danse ? Oh, c'était pas vraiment ça l'idée. Donc, comme je disais tout à l'heure, et c'était déjà le cas en 2010 lorsque j'ai créé ce spectacle, je pars des environnements. Donc là, la MC2 m'avait confié le soin d'investir la Bastille. Et c'est en me rendant sur ce lieu un peu vertigineux que j'ai imaginé cet escalier d'où je pourrais comme chuter à l'infini. Mais en fait, à chaque fois, j'essaie de recréer un dispositif qui amplifie un phénomène physique. Donc, j'utilise pas tout le temps le trampoline. Je crée toujours de nouvelles machines. Alors, vous êtes sur un centre chorégraphique national. Votre partenaire, d'ailleurs, lui, a une formation plus classique. Vous venez du monde du cirque. Il a fallu faire le grand écart pour arriver à vous intégrer dans ce milieu ? Voilà, on pratique le grand écart comme un exercice, c'est-à-dire qu'on n'a pas imaginé cette codirection sous la forme d'une fusion, mais plutôt de faire jouer l'altérité, la complémentarité, c'est-à-dire d'entraîner jusque dans sa gouvernance ce rapport à l'autre qui nous est essentiel quand on dirige une institution aujourd'hui. Les autres populations auxquelles on peut s'adresser, les autres espaces comme ce formidable espace qu'est la Bastille. Ce mois-ci, juste pour vous donner un exemple, j'étais hier au Carreau du Temple à Paris, donc dans un lieu vraiment dédié à la culture, mais je serai demain dans le quartier Mistral, après-demain à Belfast avec le spectacle Celui qui tombe, et puis j'investis le Panthéon tout le mois d'octobre, la première quinzaine d'octobre. Donc je pratique au sein même de mon art le grand écart, les grands écarts d'espace. D'espace, de pays, de situation. Alors, on n'a pas besoin d'aller vous voir à l'étranger, puisque donc cette semaine, vous êtes sur le campus jeudi, et puis dans le quartier Mistral toute la fin de semaine. C'est quoi l'objectif de cette présence dans un des quartiers, on va dire, de Grenoble, qui n'a pas une réputation très bonne ? En fait, c'est vrai que quand je parle de pratiquer d'autres espaces, pour d'ailleurs tenter de les poétiser, un espace, c'est jamais en réalité abstrait dans mon cas. C'est aussi pouvoir me mettre en rapport avec d'autres personnes. Et j'espère que ce petit numéro impromptu dans l'espace public sera l'occasion de pouvoir toucher des personnes qui n'avaient pas forcément prévu dans leur journée de croiser quelqu'un qui tombe sans fin d'un trampoline. Donc là, un dispositif un peu similaire à ce qu'on voit à l'image va être installé dans différents lieux du quartier. Dans différents sites du quartier Mistral, oui, et puis devant le bâtiment Est de l'UGA. On pourra tester ou non ? Alors si, complètement. C'est aussi l'occasion de ça. Je vais donner un certain nombre d'ateliers dans les interstices de mes représentations. Voilà, c'est jusqu'à la fin de semaine donc sur Grenoble. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de faire le clown dans vos spectacles à l'époque où vous étiez vraiment dans l'univers du cirque ? Je pense que c'est pas aussi cloisonné. Moi, j'aime bien en fait, comme dans ces images là qu'on voit, essayer de trouver une tonalité qui soit un peu indécise. On ne sait pas si c'est drôle ou effroyable. Et je pense que ça a peut-être à voir avec le clown. Bon,